Si vous avez un système d'alarme dans la maison et dans la voiture et que vous ne sortez jamais après 20 heures, vous êtes en sécurité. Du moins, c'est ce que vous croyez. L'industrie de la protection personnelle est florissante. C'est pas étonnant, tous les jours, les journaux nous rappellent à quel point il est important de bien verrouiller ses portes et d'activer le système d'alarme. Mais dans les légendes urbaines, il n'existe aucun moyen de protection capable de dissuader le maniaque qui rôde. Ça, Stéphanie Guillemette de Buckingham le sait. Une amie de sa mère aurait vécu une histoire horrible qu'elle nous a proposée sur le site de Canal D. Son histoire a été élue légende préférée des internautes qui ont voté dans le cadre du recrutement de légendes urbaines. Cette histoire-là se serait passée en banlieue, chez un jeune couple qui avait décidé de faire garder son bébé pour la première fois. Comme ils connaissaient pas de gardienne dans leur quartier et que les grands-mères et les tantes habitaient trop loin, ils avaient trouvé une gardienne dans les petites annonces. Mais la mère est très nerveuse. C'est la première fois qu'elle laisse son enfant seul. La gardienne se présente chez eux. Elle est très jeune. 13 ans. Mais ils n'ont pas vraiment le choix. S'ils veulent sortir, ils doivent lui faire confiance. Ils lui font faire le tour de la maison. Elle semble avenante et dégourdie. Elle pose des bonnes questions sur les besoins du bébé et sur les commodités de la maison. La mère angoissée donne toutes sortes d'indications à la gardienne sur le chauffage, les lumières extérieures et le four. Bon, une autre mère contrôlante, se dit la gardienne. Il y a même des règlements. Personne ne doit toucher à sa collection de poupées. Et toute une collection. Il y en avait de toutes les grosseurs, il y en avait même en porcelaine. Il y en a même dans la chambre du bébé. Après avoir répondu aux nombreuses questions de la mère, la petite gardienne réussit à les convaincre qu'elle pouvait faire la job pour quelques heures. Surtout que le petit dormirait probablement toute la soirée. Le couple quitte, rassuré, et prêt à profiter de ces quelques moments de liberté. Après tout, ils partaient pas pour une semaine. C'était juste un petit souper chez des amis. Ça faisait quand même plusieurs mois qu'ils n'étaient pas sortis. Bon, la gardienne finit par pouvoir s'installer pour regarder la télé. Il y a une de ces émissions d'ados, pas très intellectuelle, mais divertissante, qui joue justement ce soir-là. Elle se dit que ce sera de l'argent gagné facilement, que la soirée sera très tranquille. Mais il y a quelque chose qui commence à l'agacer. C'est cette espèce de poupée clown géante déposée sur le fauteuil dans un coin, entourée d'autres poupées. Mais celle-là est particulièrement dérangeante. La fille jurerait que le clown l'observe. Elle essaie d'éviter de le regarder, mais elle est comme attirée. Elle se dit qu'elle pourrait le déplacer, mais elle se ravise. Cette poupée-là est vraiment trop épeurante. La femme exagère vraiment avec sa collection. Elle en est là dans ses pensées quand la sonnerie du téléphone la surprend. C'est le père. Il appelle pour savoir si le petit s'est réveillé. Non, vous pouvez vous rassurer, tout va bien, qu'elle lui répond. Mais vu qu'elle l'a au bout du fil, la gardienne en profite pour lui demander si elle peut changer la poupée clown de place ou la cacher avec un drap, quelque chose. Le mari lui rappelle de ne pas toucher à la collection de sa femme. Elle est très stricte là-dessus. La fille raccroche et continue de regarder la télé. Mais elle n'arrive pas à se calmer. La poupée la stresse vraiment. Tellement qu'elle commence même à s'imaginer que le clown bouge. Voyons, il a cligné des yeux, là, juste là. Puis le téléphone la fait sursauter. Encore le père. C'est rien pour la calmer. Mais là, le père avait une très bonne raison d'appeler. Il fallait qu'elle prenne le bébé et qu'elle s'en aille immédiatement chez la voisine la plus proche. Et elle devait rester là jusqu'à ce que les policiers arrivent. Les policiers? Répond la jeune fille. Oui, il fallait faire vite, lui ordonne le père, sans ajouter d'explication. La fille court chercher le bébé sans savoir ce qui avait fait paniquer les parents. C'est en sortant qu'elle commence à comprendre ce qui se passe. Quand elle vient pour sortir de la maison, elle remarque que le clown a disparu. Est-ce qu'elle avait halluciné tout ça? Est-ce qu'il y avait une poupée géante dans le salon ou pas? Eh bien non, il n'y avait jamais eu de clown géant dans la collection de la femme. Et c'est ce dont s'étaient rappelés les parents quelques minutes après que la gardienne leur en ait parlé. Car la fille n'avait pas rêvé. Il y avait bel et bien un clown dans le salon. Un vrai clown. Un pédophile en cavale dont il avait été question dans les journaux durant la semaine. Un pédophile qui avait trouvé un truc pas mal intéressant pour attirer les enfants. Un déguisement de clown.
Donc, la légende du vrai clown va apparaître en 2003 sur Internet. Les premières versions qui apparaissent, c'est vraiment un texte qui va être copié à la virgule près. Donc, on présume que c'est probablement un webmestre sur un site personnel qui a inventé la légende. D'ailleurs, on voit déjà les deux sources d'inspiration. On a la légende classique de la gardienne avec la maniaque à l'étage. On a simplement remplacé le maniaque par un clown maléfique, qui est vraiment une icône de la culture américaine qu'on peut retrouver on retrouve sur des pochettes heavy metal, punk, on retrouve au cinéma. D'ailleurs, la légende est probablement inspirée d'un film qui est sorti en 2003 qui s'appelle The House of Thousand Corpses de Roy Zombie, dans lequel il y a justement un clown psychopathe qui a vraiment frappé l'imaginaire. Il me fait penser, ce clown-là, au clown dans Poltergeist. Je sais pas si le vieux film Poltergeist des années 80, il y avait un clown dans le coin de la chambre. De même, la petite fille avait peur du clown, puis à la fin, le clown, il attaque la petite fille. Bon. On a toujours eu peur des clowns, hein? C'est paradoxal. Les clowns, c'est autant ça l'amuse, mais autant ça fait peur. Cette légende-là, un pédophile qui s'habille en clown, évidemment, c'est un classique. Ça, je veux bien y croire. Ce qui marche pas, c'est qu'il il passe pour une statue, la gardienne. Elle se rend pas compte que c'est un être humain, là. Tu peux pas te faire passer pour une statue sans bouger, puis figé, puis je sais, c'est une statue. Un être humain a l'air d'un être humain. Il a pas l'air d'une statue, là. Même si t'es déguisé en clown, tu respires, tu bouges un peu. D'ailleurs, pourquoi ne réagit-il pas? Si c'est un pédophile, qu'est-ce qu'il attend pour l'attaquer? Il prend le temps d'attendre qu'elle appelle le père, tout ça. C'était quoi son but de rester immobile jusqu'à la fin des temps? On pense toujours que le pédophile, ça va être l'étranger qu'on connaît pas, qui se cache soit sur Internet, on le voit aujourd'hui de plus en plus. Ce qu'on constate, c'est que les gens pensent qu'il va y avoir des nouveaux pédophiles qui vont se terrer sur la toile pour être capables d'avoir des nouvelles proies, nos enfants. Or, la réalité, c'est que c'est rarissime. La majorité des cas d'agression sur les enfants se fait et se fait toujours dans l'entourage familial. Or, c'est pas cette image-là qui est véhiculée dans les légendes urbaines. La plupart des pédophiles vont effectivement investir des milieux où ils sont certains de rencontrer des enfants. Alors, il y avait déjà eu des affaires qui sont assez risibles quand on les raconte, mais qui sont pas drôles du tout. Alors, par exemple, un pédophile qui faisait partie des associations de Père Noël. Alors, lui, il était Père Noël. Quelle meilleure façon de rentrer en contact avec des enfants? Et que ce soit un clown, que ce soit un Père Noël, n'importe quel personnage qui peut approcher sans aucune espèce de distance ou sans crainte de faire peur aux enfants, c'est des choses qu'on voit régulièrement au palais de justice. Un fait intéressant, on retrouve sur Internet un site qui s'appelle clowns avec un Z à la fin.com ou le webmestre, pour vous dire comment les gens, certaines personnes n'aiment pas les clowns. Donc le webmestre a pris le temps de répertorier tous les clowns professionnels qui ont fait des crimes. Donc ça peut être des viols, des meurtres, des vols. Il va y avoir un psychopathe qui va être vraiment connu, qui s'appelle John Wayne Gacy. C'est un homme qui semblait tout à fait normal, qui faisait du bénévolat auprès des enfants défavorisés en se déguisant en clown. En fait, il utilisait ça pour se choisir des victimes. Il va en faire 33 avant d'être pris. Donc, vraiment, lui, il va vraiment marquer l'imaginaire. Par exemple, Stephen King va s'en inspirer pour le roman It. Il y a une histoire qui m'avait vraiment terrifiée, ça aussi. Lui aussi, c'est un prédateur sexuel qui, lui, repérait ses victimes comme ça, les suivait. Et il avait réussi à s'introduire chez une de ses victimes en son absence. Il avait fait toute une petite mise en scène avec des vêtements qui appartenaient à la victime, qu'il avait pris dans un panier, une petite camisole avec des bretelles, qu'il avait transformé en masque, comme en cagoule. Il avait laissé ça sur sa commode. Il avait arraché un fil électrique qu'il avait laissé aussi sur son lit ou sur sa commode, comme pour lui signifier que s'il l'attrapait, il allait la ligoter. C'était vraiment affolant. Et la fille rentre après un week-end à l'extérieur, rentre chez elle le dimanche. Là, elle se rend compte que sa porte a été forcée ou que la moustiquaire est déchirée. Bref, elle se dit, il y a quelqu'un qui s'est introduit ici. Et c'est quand elle est rentrée dans sa chambre qu'elle s'est rendue compte de cette mise en scène avec ses vêtements. Elle avait vraiment freaké. Fort heureusement, il n'est jamais revenu, ou en tout cas, il ne l'a pas attaqué quand elle y était. C'est assez épeurant quand tu rentres chez toi puis tu vois que tout est prêt, comme si quelqu'un t'attendait. Dans la nouvelle version, qui est beaucoup plus effrayante, qui est vraiment rendue la version la plus populaire, le clown est dans la chambre des enfants. Finalement, la gardienne réussit à ramasser les enfants, à sortir à l'extérieur. Le clown va être appréhendé par la police plus tard dans le quartier. Évidemment, c'est dur de fuir la police avec des souliers pantoufles. Mais l'élément vraiment essentiel, l'élément qui est intéressant, qui est ajouté, qui est vraiment effrayant, c'est là que les parents vont revenir, vont dire, mon Dieu,
Ça fait déjà 2-3 semaines que mes enfants se plaignent qu'ils vont un clown dans les chambres puis que le clown leur fait mal. J'ai jamais cru que c'était vrai. Donc, ça sous-entend que le clown était là, puis il venait depuis plusieurs semaines. Si on peut plus se fier au clown, c'est donc qu'on peut avoir confiance en personne. Comme par exemple, moi avant, j'utilisais, quand je partais en vacances, une fonction de ma boîte de courriel qui avisait les gens de mon absence. Eh bien, savez-vous qu'il y a des gens qui envoient des courriels pour savoir exactement qui est à son poste et qui ne l'est pas? En fait, c'est une espèce de logiciel frauduleux qui envoie des courriels à plusieurs entreprises à travers le monde et qui répertorie les absences ainsi que les dates de retour des gens. Ensuite, ces informations-là sont vendues à des organisations criminelles qui viennent chez vous dévaliser votre maison pendant vos vacances. Là, je vous entends dire comment ils font pour trouver mon adresse. Eh bien, le logiciel est assez puissant pour pirater également la base de données du département des ressources humaines de toutes ces entreprises. C'est tiré aussi de faits divers qui sont véridiques. C'est-à-dire qu'il y a le site, par exemple, pleaserobme.com, où c'est des gens qui se sont amusés à sensibiliser les internautes en disant, mais écoutez, là, toute l'information que vous me donnez, moi, je suis capable de savoir que vous êtes parti. C'est-à-dire que sur ton profil Facebook, par exemple, tu dis, ma femme et moi, on s'en va 2 mois en vacances dans le sud de la France. On se revoit à notre tour. Or, en quelques clics, c'est assez facile de trouver ton adresse. Donc, les gens n'ont pas besoin de beaucoup plus d'informations pour savoir que la maison va être vide durant tout l'été, par exemple. Il est déjà arrivé dans le passé que des petits cracks informatiques comme ça soient récupérés par la suite par la police ou par les banques ou par les grosses compagnies pour dire « Mais qu'est-ce qui est déficient dans mon système? Peux-tu me le montrer? Je te donne une job. » Et ça, c'est arrivé. Il y a des cas, par exemple, où la légende va inspirer réellement les voleurs, si la technique fonctionne. Par exemple, une légende, c'était au départ une légende, on racontait que les voleurs allaient utiliser les listes nécrologiques pour savoir si les familles étaient chez elles ou étaient au cimetière. Donc, on avait la date, l'heure exacte du moment où on pouvait aller voler. Et au départ, c'était une légende urbaine, mais c'est avéré qu'il y a des voleurs qui sont inspirés de la légende puis qui l'ont fait pour vrai. Après la pause, c'est qui ça dans la fenêtre? Les amis des animaux vous le diront, pour assurer votre protection, rien de mieux qu'un bon chien. Il n'y a même pas besoin d'être gros ou méchant. Même le plus petit et le plus doux des pitous va vous aider en cas d'agression et vous venir en aide dans toutes sortes de circonstances. Comme dans cette légende. Un matin, un vieux chien miteux vient gratter à la porte d'appartement d'un vieux malcommode qui habite une tour d'habitation pour personnes âgées. Alors le vieux en fait pas trop de cas, il se dit que ça doit être le chien d'un voisin. Et le chien repart et revient, puis le lendemain encore et le surlendemain. Alors notre vieux malcommode, un peu enragé, décide de poursuivre le chien dans le corridor. Mais celui-ci se dirige en direction d'une porte d'appartement voisine et pénètre dans l'appartement par la trappe qui lui est destinée. Alors le vieux décide de frapper à la porte et ordonne au propriétaire de sortir. Comme il n'y a pas de réponse et que la porte est débarrée, il décide d'entrer. Pour y découvrir une scène d'horreur, le chien se tient à côté du corps inerte de sa propriétaire. C'est depuis qu'elle était tombée quelques jours auparavant que le chien essayait d'attirer son attention. Ce qui est intéressant, c'est le symbole du chien, qui est toujours un symbole de fidélité. Les premiers contes qu'on va raconter vont toujours servir à des buts patriotiques. Donc, par exemple, ça va être un soldat napoléonien qui est mort. Puis là, on va raconter que le chien va sur la tombe du soldat, puis tellement triste qu'il va se laisser mourir de faim parce que son maître est mort. Donc, l'idée, en gros, ici, c'est de parler de la fidélité du chien pour faire finalement un sous-entendu de la fidélité du soldat pour sa nation. Mon cousin, quand il avait à peu près 4 ans, il vivait en campagne, sur le bord d'une grande route, une route passante de voitures. Puis à un moment donné, sa mère, elle sort dehors, elle a laissé, puis il y avait un Saint-Bernard, eux autres, OK? Et elle sort, puis elle trouve plus le petit gars. Puis là, elle cherche partout, puis elle commence à paniquer, elle appelle la police, et la police l'a retrouvé, ils l'ont ramené à la maison, il était rendu à 1 kilomètre à peu près, il marchait sur le bord de la route. Puis la police, ils ont dit, remerciez votre chien. Parce qu'il paraît que le chien, la police a dit, quand on est arrivé, le chien le suivait, là. Puis chaque fois que le petit gars s'en allait vers la route, le chien, il poussait. Il poussait l'enfant vers le bord de la route. Ça, là, c'est pas mon frère qui a dit... Ça, j'ai ça directement de ma tante qui s'est fait dire ça par la police, là. C'est une information directe, là.
Des fois, à trop essayer de se protéger, on se place dans de drôles de situations. Comme la femme dans notre prochaine légende. Ça donne froid dans le dos. On peut facilement croire cette histoire car elle circule beaucoup. Nathalie Doré de Québec a d'ailleurs soumis une version sur le site de Canal D. Ça serait arrivé à une jeune femme, une professionnelle, qui vivait seule dans une banlieue cossue près de Laval. Vivre seule l'embarrassait pas du tout. Elle était rarement inquiète. Après tout, elle avait un système de sécurité à toute épreuve. Bon, elle oubliait parfois de l'activer, mais elle n'avait jamais eu d'expérience négative. Alors pourquoi s'inquiéter? Un soir, donc, bien assise dans le salon, elle regarde les nouvelles de 22 heures avant d'aller se mettre au lit. La première manchette la surprend un peu puisqu'elle reconnaît son quartier. C'est là qu'elle apprend qu'un agresseur ayant commis plusieurs invasions à domicile sévit dans le secteur. Il a déjà agressé 3 personnes, en plus de les cambrioler. Selon son modus operandi, les policiers s'attendent à ce qu'il attaque ce soir. Le lecteur de nouvelles ajoute une consigne très précise. Si vous habitez dans cette région, ne laissez personne entrer chez vous en aucun cas. La fille se dit que ça sert à rien de céder à la panique, parce que les chances que le criminel se pointe chez elle sont assez nulles. Il se fera sûrement prendre rapidement vu qu'il a été filmé. Elle continue donc ses petites affaires. Mais c'est là qu'elle remarque une silhouette derrière la vitre. Est-ce qu'elle rêve? Non, il y a bien un homme dans sa cour, puis il la regarde par la fenêtre. Ce gars-là ressemble étrangement à celui dont les nouvelles ont parlé qu'elle se dit. Elle regarde dehors pour voir si le gars s'était rapproché. Non, il a dû fuir, voyant qu'elle avait verrouillé la porte et qu'il ne pouvait pas rentrer. Mais il s'est peut-être pas enfui. Il court peut-être en ce moment vers l'entrée. En se rendant en avant, elle remarque rien de suspect. Elle verrouille la porte. Elle est rassurée, le gars est parti. Mais elle doit appeler la police pour les avertir de la présence de l'agresseur dans le quartier. La réceptionniste du 911 lui conseille de rester bien enfermée dans sa chambre en attendant l'arrivée des policiers. Que s'il s'agissait bel et bien de l'homme recherché, il était très dangereux et il n'y avait pas de risque à prendre. Bon, la fille trouve ça un peu extrême, maintenant que tout est barré, mais elle décide d'écouter les recommandations. Elle en profite pour armer son système d'alarme. Elle active même le détecteur de mouvement du rez-de-chaussée. Elle pourra attendre les policiers en paix dans sa chambre. Mais quelques minutes plus tard, le système d'alarme se met à sonner. Pourtant, il n'y a eu aucun bruit d'infraction. Pour rentrer, le gars aurait été obligé de casser une vitre ou de défoncer une porte. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que son système faisait défaut? Même si la police arriverait sous peu, elle ne pouvait pas rester enfermée à l'étage sans savoir ce qui se passait. Elle sort donc de sa chambre. Tout est calme au rez-de-chaussée. Personne en vue. Elle descend quelques marches et remarque que la porte d'entrée est grande ouverte. L'homme est juste là, devant elle. Il se sauve avant que les policiers arrivent. La fille réalise ce qui s'est passé. Le système d'alarme s'est pas déclenché parce que quelqu'un entrait. Non, mais bien parce que quelqu'un sortait. Tout le temps qu'elle se sentait en sécurité, le gars était en fait dans la maison, juste derrière elle. Il y a plusieurs exemples vraiment terrifiants qui ressemblent à l'histoire que vous racontez. La pire, à mon avis, c'est celle de Nick Paccioni, qui est un délinquant dangereux qui est incarcéré pour de nombreuses années, souhaitons-le. Qui, lui, avait déjà commis plusieurs agressions sexuelles, avait purgé sa peine, avait été remis en liberté. Et il s'était trouvé un travail dans le télémarketing, je crois. Il était devenu ami avec une des filles avec qui il travaillait. Il habitait dans le même immeuble qu'elle. Je pense que c'est elle qui l'avait amené à ce travail-là. Et un soir, elle sait pas qui il est, elle sait pas que c'est un agresseur sexuel, elle sait pas qu'il sort de prison. Et un soir, elle entre dans son immeuble et quand elle ouvre la porte chez elle, elle voit que tout est noir, alors que d'habitude, elle laissait, par exemple, le store de la cuisine ouvert. Bref, quand elle rentrait chez elle, il y avait une pénombre, mais pas le noir total. Alors quand elle a ouvert la porte, elle a débarré la porte, elle s'est dit, une chance qu'elle a eu cet instinct-là, elle s'est dit, non, il y a quelque chose de pas normal, et une chance qu'elle est restée sur le seuil de la porte, et lui, Paccioni a surgi de l'obscurité, il lui a sauté dessus. Et heureusement, elle a réussi à se défaire et elle s'est enfuie. C'est un miracle, parce que sinon, elle était une de ses victimes. Alors évidemment, il a été réarrêté, il a été réaccusé. Et depuis ce temps-là, il est en prison et il a été déclaré délinquant dangereux.
Ça, il y a eu un film très célèbre, là, je ne me rappelle plus le titre, des années 70, où la gardienne, il y a un gars qui n'arrête pas d'appeler une gardienne, puis il fait peur tout le long, puis elle appelle puis à la fin, la police, elle lui dit, il n'est pas dans une maison en face de chez vous, il est chez vous, il est dans la maison. Fait que depuis, là, tu comprends à la fin du film que depuis le début du film, le criminel, il est dans la maison, puis il niaise, puis il fait peur, puis il joue avec ses nerfs. Très bon punch de film, d'ailleurs. Alors, je trouve que cette légende-là semble être une espèce de produit dérivé de ce film-là. Mais ce qui marche pas, à mon avis, un reflet dans une fenêtre, ça n'a pas de l'air de quelqu'un qui est dehors. Un reflet dans une fenêtre, ça a l'air d'un reflet dans une fenêtre. Ça a l'air de ça. Ça n'a pas l'air de... Je peux pas imaginer que la fille voit un reflet dans la fenêtre puis elle pense que c'est quelqu'un qui est dehors. Tu bouges pas dans une cuisine de la même manière que tu bouges dehors. Elle voit pas que le reflet a aucun contact avec les éléments extérieurs. Je veux dire il devrait enjamber ce qu'il y a dehors. Il doit passer à travers des clôtures qu'il y a dehors si c'est un reflet. La perspective ne doit pas marcher du tout. Et elle se voit pas, elle, dans le reflet. Si elle voit le gars, elle devrait se voir elle devrait voir le divan, elle devrait voir... Bon. Et en plus, si la personne est là, pourquoi qu'elle l'attaque pas, encore une fois? Donc, on a affaire ici à un webmestre qui a conçu encore une légende urbaine en utilisant l'idée de la silhouette sombre, qui est un thème populaire sur les sites qui traitent de paranormal. En anglais, on appelle ça les shadow people. Donc, ça serait une race, des démons ou des fantômes qui apparaîtraient dans les maisons. Ce seraient des entités négatives. Donc, on raconte, par exemple, qu'une femme revient de la maison puis va voir cette silhouette-là par la fenêtre ou carrément sur le balcon en train de l'attendre. Puis, à un moment donné, tu regardes plus, hop, la silhouette a disparu. Ou souvent, ça va être au moment où vous dormez, vous réveillez à cause d'une angoisse. Puis, finalement, les femmes racontent voir une silhouette penchée au-dessus d'eux, sans visage, donc juste une ombre sombre. Mais il y a deux choses dans la légende urbaine de la jeune femme qui est chez elle, supposément en sécurité. D'une part, c'est cette peur d'être la victime innocente. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est toujours cette image qu'on a du criminel qui serait un prédateur à l'affût de sa proie. Toujours cette idée du criminel étranger qu'on connaît pas. Donc, on joue beaucoup sur ce qui n'est pas l'exemple type. On prend l'inverse. La plupart du temps, les prédateurs sexuels vont préparer le terrain. Ils vont soit découper la moustiquaire pour la garder bien en place, mais quand tu n'as qu'à pousser dessus pour entrer dans la maison. Alors ça, les soirs d'été, là, il faut se méfier, garder les fenêtres ouvertes. Et puis, il y a des filles comme ça qui n'ont rien entendu. Elles étaient couchées, elles dormaient, et tout à coup, il y a quelqu'un sur elles. Il y a quelqu'un à cheval qui les chevauche dans leur lit et qui les étrangle. Et ça, j'ai entendu plus qu'une histoire comme ça. C'est affolant et tu te demandes par où ils sont entrés. Mais eux, ils avaient fait du repérage, ils avaient suivi à quelle heure elle arrive, etc., par où elle entre. L'autre élément qui est intéressant dans cette légende urbaine-là, selon moi, c'est toute cette idée que la jeune fille est en confiance parce que sa maison est protégée par un système de technologie haute pointe. Or, ça vient nous rappeler que les technologies, il faut pas trop s'y fier parce que ça peut aussi faire défaillance et que les criminels sont à ce point intelligents que même si on se croit protégé par tout un système de protection, ils vont trouver la faille pour être en mesure de venir nous attaquer chez nous dans cette espèce de château fort moderne. Et il y a plusieurs cas où des agresseurs sexuels vont entrer par effraction chez leurs victimes et les agresser, même s'il y a quelqu'un dans la maison, parfois un enfant. Et l'exemple que j'ai en tête, le cas qui me revient, c'était une femme qui s'est fait violer alors que son enfant dormait dans la chambre d'à côté. Et elle a probablement pas voulu hurler parce qu'elle voulait certainement pas et affoler son enfant et signaler à son violeur qu'il y avait un enfant à côté, alors qu'il aurait pu s'en prendre à l'enfant. Alors, elle s'est tue et elle l'a laissé partir. Et après ça, au moins, elle avait sauvé son enfant, elle avait sauvé l'intégrité de son enfant, même si elle avait subi le pire. J'ai une information qui pourrait te sauver pas mal de troubles. Quand tu fais une transaction par carte de débit, assure-toi de lire ce qui s'affiche sur l'écran. Ça pourrait t'éviter d'être fraudé par des caissiers malhonnêtes. Leur stratégie, c'est d'ajouter un petit montant, comme si tu avais demandé, disons, 20 $ de plus, là, comme on fait souvent. Le caissier te remet ton coupon de caisse plié en deux, tu le mets dans le sac, souvent là, sans le consulter, puis le caissier prend le 20 $ puis il l'empoche. Pas bête, hein? Juste bien plate, par exemple.
Au retour, êtes-vous sur le web? Ou plutôt, êtes-vous certain de ne pas y être? Pour bien se protéger, il existe 2 stratégies. Ou bien on s'enferme à double tour, loin des regards, ou au contraire, on reste parmi les gens, à la vue de tous. Comme ça, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver puisqu'il y a des gens autour. Mais le fait d'être vu par tous n'est pas nécessairement plus sécuritaire que d'être caché dans son sous-sol. À cause d'Internet, entre autres. On l'a tous fait. Aller sur Internet pour repérer notre maison en vue panoramique sur un site de carte géographique. C'est amusant et inquiétant à la fois de voir qu'on peut identifier des passants, notre voiture dans le stationnement, même la couleur de nos rideaux. Mais on n'a certainement pas mis ce système-là en ligne pour notre seul divertissement. En fait, il s'agirait d'un test pour évaluer les possibilités d'un système de repérage pas mal plus inquiétant. On prétend que ce genre de logiciel, jumelé aux différents systèmes de géolocalisation, vont bientôt permettre au gouvernement de nous surveiller 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et même dans notre plus stricte intimité. Comment ça va fonctionner? Il y aurait des caméras de surveillance camouflées dans les détecteurs de mouvement qui font partie de la plupart des systèmes d'alarme résidentiels. Ces caméras enverraient leur captation par Internet aux agences de surveillance gouvernementale. Alors, les agents seraient en mesure de savoir à quelle heure vous vous levez, quand vous vous lavez, à quelle fréquence, quand vous faites l'amour, et puis avec qui. Ils pourraient aussi répertorier ce que vous mangez, buvez, vos habitudes de vie, vos fréquentations, et même vos petits passe-temps, disons, douteux. Non, je vous entends dire que vous avez rien à cacher. Rien du tout. Réfléchissez 2 minutes. Vous pourriez vivre dans une maison de verre, au vu et au su de tous, là, sans que ça vous cause jamais d'embarras? Pensez-y bien. Vous mangez mal, dormez peu et passez plusieurs heures chaque jour devant votre console de jeux vidéo. Qu'est-ce qui va arriver à vos primes d'assurance vie? Puis, disons que vous avez une amitié particulière avec la VP d'une compagnie compétitrice de celle qui vous embauche. Votre patron, il serait fou de joie de l'apprendre. Et si vous payez votre plombier au noir, ou si vous achetez un téléviseur neuf alors que vos impôts sont pas payés, si vous n'êtes pas si mal en point que ça pour mériter votre chèque d'assurance maladie, vous vous dites que c'est de la science-fiction tout ça. Mais il y a 10 ans à peine, on pouvait pas imaginer voir sur Internet une vidéo de notre voisin en train de ramasser des feuilles mortes. Et ça, c'est juste le début. Hein? Ça va pas s'arrêter là, c'est certain. Soyez inquiets. Très inquiets. Ben ça, je trouve que ça fait très, très théorie du complot. Ça fait très, très X-Files. Ça fait très, très... encore une fois, on cherche des responsables, le gouvernement nous espionne. Moi, je pense que techniquement, ça se peut. Je pense que techniquement, c'est très possible, mais j'ai de la misère à croire que le gouvernement prendrait ce risque-là d'espionner tout le monde à travers... il choisirait qui espionnerait, premièrement. Pourquoi moi, là? Qu'est-ce que j'ai à cacher, là? T'sais? Je trouve que la chance qu'il se fasse prendre est très grande, parce que ça doit être assez facile. Quelqu'un qui est maniaque en bidule puis en électronique peut se rendre compte de ça assez vite. Alors, pourquoi le gouvernement se mettrait dans l'embarras d'avoir espionné des gens contre leur gré, alors que c'est des gens qui n'étaient pas si importants que ça, espionner et tout ça? Je trouve que c'est courir des risques pour pas grand-chose. Les caméras de surveillance dans les maisons, c'est des circuits fermés. Ça peut pas sortir au grand public. Donc, plus on va connaître les nouvelles technologies, moins on va en avoir peur. Ceci dit, il va certainement y avoir des avancées technologiques qui vont ramener ces nouvelles légendes urbaines-là en place sous de nouvelles formes. En fait, on n'a pas affaire ici à vraiment une légende urbaine, mais davantage à des exagérations d'un fait réel. Parce qu'en 2010, Google va avouer réellement avoir collecté des informations personnelles, donc à peu près tout ce qui pouvait passer sur les réseaux sans fil non protégés, au moment où les voitures sillonnaient les rues pour justement filmer les rues pour leur application Street View. Donc, ça pouvait être des SMS, des courriels, ça pouvait être des mots de passe, des noms d'usagers, même des brides de fichiers musicaux ou de films qui étaient en train d'être téléchargés. Google a quand même eu à payer une amende, puis a dit par la suite qu'il ferait attention pour pas que ça se reproduise. Mais en 2011, en Corée du Sud, ils vont refaire le même coup, donc ils sont encore présentement en poursuite. À chaque époque,
On a eu la crainte des nouvelles technologies. On peut penser au micro-ondes, on peut penser au téléphone portable. Or, aujourd'hui, c'est les systèmes de géolocalisation, c'est nos téléphones cellulaires qui nous retracent un peu partout. Hein. Dès qu'on achète un nouvel appareil, on nous dit « Est-ce que vous voulez que je vous localise? » Ben, les gens, à chaque fois, maintenant, ils regardent et ils font « Oups, est-ce que je suis en train de donner de l'information à quelqu'un? » Sur le iPhone, c'était la même chose. On s'est aperçu que l'iPhone protégeait supposément moyennement bien l'information qu'ils pouvaient acquérir sur toi selon tes déplacements, selon les icônes que tu utilisais. Donc, on ne sait pas ce qui est de l'ordre du vrai, mais on sait que c'est plausible. Ça amène des problèmes, hein, qu'on puisse aller voir qu'est-ce qui se passe dans la rue. Il y a des gens qui se plaignent de ça. Tu peux prendre le gars qui va voir sa maîtresse, puis qui se fait prendre en photo, qui sort de chez sa maîtresse. Bon, il y a eu des histoires comme ça assez amusantes de gens où quelqu'un qui devrait travailler, puis on se rend compte de sa photo qu'il n'est pas au travail, il est ailleurs, il est dans un match de football ou je sais pas quoi. Donc, oui, cette surveillance-là, maintenant, elle est assez extrême, puis elle est assez dérangeante, puis elle est questionnable. Sauf qu'en ce moment, il y a toujours une raison. On dit, c'est pour la circulation, c'est pour la sécurité. Au début, il y a ce qu'on appelle les balbutiements. Il y a quelques personnes, des geeks, qui vont utiliser les nouvelles technologies. Puis bon, ça nous inquiète pas trop parce que c'est une minorité. Ensuite, il y a la phase qu'on appelle l'adoption exponentielle. C'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui avec les systèmes de géolocalisation. C'est que là, tout le monde commence à l'utiliser. Et c'est là que les légendes urbaines prennent racine. C'est qu'on comprend pas encore jusqu'où ça peut nous mener, quels sont les risques qui sont inhérents à l'usage de ces nouvelles technologies-là. Donc là, il y a plein de mythes qui s'élaborent autour de ça. Si on reçoit un courriel douteux avec une pièce attachée, il faut éviter de l'ouvrir. C'est arrivé à l'amie d'une amie. Elle a ouvert la pièce attachée parce qu'elle pensait que c'était les règlements d'un concours. Rien de mystérieux ne s'est produit, mais quelques heures plus tard, alors qu'elle tentait de faire une transaction au guichet automatique, elle s'est rendue compte que tout son argent avait disparu. C'est qu'en ouvrant la pièce jointe, elle venait de donner le contrôle de son ordinateur à un fraudeur qui avait désormais accès à tous ses biens, son compte de banque, comme ses cartes de crédit. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on inscrit sur notre ordinateur reste caché dans sa mémoire et qu'un fraudeur peut toujours y avoir accès, même de l'autre bout du monde. Après la pause, parfois vaudrait mieux tirer sur le messager. Comme on connaît peu et mal les possibilités d'Internet, on connaît aussi mal ses limites. Ce qui donne naissance à toutes sortes de légendes. Certaines de ces légendes semblent provenir d'une tendance très populaire, les chaînes de courriels. Dans certains de ces courriels, on va même jusqu'à vous mettre en garde contre un tueur potentiel. Par exemple, si vous recevez un courriel de Dr Amour 604, ne répondez pas. Jetez immédiatement le courriel sans même l'ouvrir. Cette personne est soupçonnée d'avoir assassiné 56 femmes. Le simple fait d'ouvrir le courriel lui donne accès à toutes vos informations personnelles. Il pourra alors vous épier et attendre le moment opportun pour vous agresser. Cette légende urbaine joue sur beaucoup d'éléments, encore une fois, qui sont plausibles. C'est-à-dire ces fameuses chaînes de courriels qu'on a tous reçues. Évidemment que ces chaînes de courriels-là sont propices à des virus, c'est des pourriels, en fait. Et c'est des courriels qui, comme on ne connaît pas l'expéditeur, ça peut être des gens qui vont essayer de s'infiltrer dans ton ordinateur pour acquérir de l'information sur toi. Hein. Du vol d'identité, il y en a énormément comme ça. C'est ce qu'on appelle le phishing dans le langage de l'informatique. Or, de croire qu'il y a un tueur en série qui va se cacher derrière un courriel comme celui-là, suffit de réfléchir un petit peu. On va se dire, bien, si c'était le cas, il suffit de prendre un policier qui rouvre le courriel. Donc, le meurtrier devrait arriver rapidement, créer une fausse identité, hein, par exemple, et là, on pourrait le prendre. Or, étonnamment, les policiers n'ont jamais pensé à ça, ce qui est un peu étonnant. On connaît tous l'expression « il ne faut pas tirer sur le messager ». Eh bien, notre prochaine légende aurait tendance à contredire ce dicton. Depuis qu'on commande plein de trucs sur Internet, il paraît que les messagers font des affaires en or. C'est vrai, avant des camions de livraison, on en voyait peu dans les quartiers résidentiels. Maintenant, il y en a plein les rues. On les remarque même plus, alors qu'avant, on se demandait toujours ce qui avait bien pu être livré chez le voisin. Maintenant, ça peut être une simple paire de chaussures ou un flacon de vitamines. On se pose plus de questions. Mais il faudrait pourtant se méfier. Parce que les messagers, est-ce qu'on sait vraiment s'ils sont honnêtes? On reconnaît leur uniforme, alors on leur ouvre tout grand la porte de chez nous, sans se méfier. Pourtant, si on se fie à un avis qui a circulé pendant quelque temps sur Internet,
On devrait se méfier des livreurs à domicile. L'avertissement proviendrait d'une agence gouvernementale et il était destiné aux forces policières. Mais une fuite aurait fait en sorte que des citoyens ordinaires reçoivent un courriel un peu paniquant. On apprenait que des uniformes d'une agence de livraison très connue avaient été achetés sur Internet. Plusieurs milliers d'uniformes, ça attire l'attention. Comme l'acheteur était anonyme, la GRC a eu des soupçons. Leur enquête a indiqué que c'était un groupe de terroristes qui avait acheté ces uniformes pour exécuter une attaque vraiment sournoise envers la population. Leur plan était assez simple, presque infaillible. Et on vous le dévoile après la pause. Avant la pause, on apprenait qu'il valait mieux se méfier des messagers. On a effectivement tendance à leur ouvrir tout grand notre porte, simplement parce qu'ils portent un uniforme officiel. Eh bien, un groupe terroriste aurait mis la main sur des milliers d'uniformes d'une compagnie de messagerie très connue, dans le but de nous attaquer pendant qu'on est tranquille à la maison. Comment comptent-ils s'y prendre? Ils n'ont qu'à se présenter chez vous avec de la marchandise qui vous est adressée. Vous prenez le colis, évidemment, puisque vos coordonnées figurent sur la boîte. Vous vous dites que c'est sans doute un cadeau ou quelque chose que vous avez commandé et que vous avez oublié. Vous ouvrez le paquet. Il y a une babiole insignifiante dans la boîte, un gadget de cuisine ou une paire de lacets. Vous oubliez tout ça en vous disant que ça doit être une erreur. Jusqu'à ce que vous commenciez à vous sentir mal, très mal. Et tombiez très malade quelques semaines plus tard, affecté par une maladie insidieuse et étrange qu'aucun médecin n'a pu identifier. Un mal qui vous a été transmis par une légère poudre que contenait le paquet étrange, que vous a livré un messager qui avait l'air tout à fait légitime. Alors la prochaine fois que vous recevrez un avis par courriel, dites-vous que c'est peut-être sérieux. La légende urbaine, attention messager, va apparaître au lendemain du 11 septembre. Donc, il faut comprendre, les Américains sont en plein choc post-traumatique. Donc, on cherche des faux policiers, des faux gars du gaz. En raison des futurs attentats au bacille du charbon, donc à l'anthrax, on va commencer à avoir peur des faux facteurs puis des faux employés UPS. C'est 2 ans plus tard, en 2003, qu'un internaute va tomber sur une annonce sur eBay où une personne est en train de vendre des costumes de la compagnie UPS. Il va avoir peur en s'imaginant que c'est un terroriste qui a l'intention d'acheter ça dans le but de faire des colis piégés. Donc, il va contacter le FBI. Comme il y a une plainte, le FBI va être obligé de faire une enquête. Sauf que le monsieur n'en restera pas là, parce que l'enquête du FBI, évidemment, on va découvrir que c'est un monsieur tout-le-monde qui vend un costume à un monsieur tout-le-monde, ou qu'un terroriste, évidemment. Sauf que lui, il n'en restera pas là, va continuer à raconter sur les forums que le FBI a fait des enquêtes, donc c'est crédible. Donc, il faut vraiment se questionner à savoir s'il n'y a pas un terroriste qui va utiliser le costume UPS. La légende va être tellement crue qu'on va la retrouver en avril 2011 sur le site de la police de Los Angeles. Donc, il va la compter comme étant réelle. Quand on voit quelqu'un qui vient chez nous et qui est en un habit professionnel, un habit d'une compagnie, on a tendance à faire confiance. On se dit, moi-même, quand ça sonne à la porte et que c'est quelqu'un habillé en hydro, je vois même pas le signe hydro, là, je vois juste avec un pad, puis il dit, c'est hydro, on vient prendre les lectures des compteurs. Ben oui, rentrez. Dans le fond, je lui demande jamais, as-tu ta carte? As-tu ton... On le demande pas parce qu'on a peur d'avoir de l'air fou, d'avoir de l'air méfiant, d'avoir de l'air bon, tout ça. Fait qu'on le fait rentrer. On dit, oui, hydro, il y a un pad, là, il y a des outils qui pendent, là, il y a une petite casquette. Bon, oui, donc, tu sais. Mais dans le fond, on n'a aucune discipline. On peut penser aussi à l'anecdote qu'il y a eu pas longtemps, les uniformes d'Hydro-Québec qui ont été subtilisés pour être réutilisés par la suite, supposément par des cambrioleurs. Donc, cette idée de on peut pas se fier à la personne qu'on voit devant nous, ça revient très, très fort et le terrorisme joue beaucoup là-dessus. Tout le monde, entre guillemets, est susceptible, dans des légendes urbaines comme celle-là, d'être un terroriste. Je trouve ça un peu bizarre. Des voleurs qui feraient ça, oui, mais c'est des terroristes. C'est l'idée de terroriste que je trouve un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi des terroristes feraient ça. Ils vont chez des gens, ils donnent tout le monde, puis ils vont semer la terreur. Je veux dire, c'est un peu amateur comme terroriste, je trouve.
Ça renvoie à cette part de la criminalité qui est, ou de terrorisme, qui est quelque chose d'assez rare, en fait. Mais on a l'impression qu'on est tous à risque parce qu'on ne sait pas où, quand et comment ça peut advenir. Je peux faire le rapport tout de suite avec ce qui s'est passé en Norvège. C'est le tueur fou qui s'est déguisé en policier. Or, quand il a commencé à avoir la panique, les gens, le premier réflexe, quand on commence à avoir peur puis qu'on a besoin d'aide, on se retourne vers le policier. Or, le policier était le tueur qui avait pris les habits des policiers. Dans le méga procès des motards, par exemple, les policiers ont dévoilé évidemment tout ce qu'ils avaient saisi chez les motards au cours de leur perquisition. Et je me souviens qu'ils avaient trouvé des chemises de policiers. Alors, des chemises qui appartenaient à un corps de police. Pas l'uniforme au complet, mais quand même, des chemises. Alors, il y a des... Est-ce que c'était un trophée? Est-ce qu'il l'aurait utilisé? J'en doute. Parce que les motards sont pas cette catégorie de personnes à vouloir se faire passer pour des policiers pour commettre des crimes. Pas du tout. Ça ressemblait plus à un trophée. On le voit aussi dans les films de façon récurrente. Là, je pense à Mesrine récemment, où il se déguise en gardien de prison, puis il sort comme ça sans problème. On le voit aussi dans d'autres films, les gens de la mafia qui réussissent à s'échapper, soit ils se déguisent en policier ou en gardien de prison. Donc, cette idée de prendre le rôle de quelqu'un par son habillement, dans les légendes urbaines, on joue beaucoup sur cette image-là. Tu peux pas faire ça longtemps. Parce que quand tu vas te rendre compte que tu as eu quelque chose d'illégal ou un crime ou tu as été empoisonné ou peu importe, tu vas appeler la compagnie de chez vous. La compagnie va dire, mais on n'est jamais allé chez vous. Et cette compagnie-là va rapidement dire à la police, on s'est fait voler des habits et tout ça. Donc, rapidement, cette compagnie-là va devenir louche. Donc, je pense que si les criminels font ça avec des habits volés, je pense qu'ils vont faire ça 2-3 fois avant de s'entendre par la police. Alors, peut-être qu'ils vont dans 2-3 maisons différentes en journée, mais après ça, achète-les tes habits parce que ils vont être signalés rapidement, là. Bon, toutes ces histoires-là sont fausses. Ce sont des contes, des légendes. Mais des psychopathes qui se cachent derrière les lampadaires dans les stationnements, il y en a pour vrai. Et des fous livreurs qui cherchent à rentrer chez vous pour vous faire du mal, il y en a aussi. Cessez donc d'avoir confiance en vos systèmes d'alarme. Pour bien vous protéger, rien de mieux qu'une bonne dose de paranoïa.